Imaginez 2 secondes qu'une maison soit en feu. Genre, les flammes dévorent les murs, la fumée remplit toutes les pièces. Et la solution proposée par les pompiers, c'est de mettre à jour le routeur Wi-Fi pour que la connexion Internet soit plus rapide. Ouais, ça semble complètement absurde dit comme ça. Bah oui, c'est absurde, mais pourtant, c'est fondamentalement la manière dont la société moderne tente de soigner l'épuisement psychologique ou le surménage. En fait, on essaye de traiter un incendie interne avec, je sais pas, des applications de productivité ou des raccourcis technologiques. Exactement, on cherche la pilule magique. C'est ça. Et l'exploration d'aujourd'hui, elle se penche sur une série de sources qui avancent une idée vraiment fascinante. En gros, la psychologie et les neurosciences modernes auraient environ 1000 ans de retard sur une découverte faite par un seul homme. Et le plus frappant là-dedans, c'est que les méthodes cliniques actuelles commencent tout juste à valider les mécanismes physiologiques que cet homme avait déjà cartographiés. C'est fou quand on y pense. Ah, c'est clair. Avant même que le concept de santé mentale n'existe, il avait déjà modélisé la façon dont le système nerveux s'entraîne et la conscience interagissent. Et cet homme, pour poser les bases, il s'appelait Ibn Sina. Bon, il est souvent connu en Occident sous le nom d'Avicenne. Pour situer un peu le contexte, les documents historiques qu'on a analysés décrivent un individu qui, attention, à l'âge de 18 ans, maîtrisait déjà 8 disciplines distinctes. Oui, on parle de la médecine, la philosophie, les mathématiques. L'astronomie, la logique, la psychologie, la physique et même la spiritualité. C'est presque intimidant. C'est le mot. Son œuvre majeure, le fameux canon de la médecine, a d'ailleurs servi de référence absolue pendant des siècles en Europe et au Moyen-Orient. Mais du coup, je ressens le besoin de poser une question critique dès le départ, parce que la médecine moderne a quand même doublé notre espérance de vie. On a des IRM, on a la chirurgie au laser, des thérapies géniques. Est-ce que les sources suggèrent réellement qu'un philosophe de l'an 1000 comprenait mieux la santé humaine qu'un neurologue d'aujourd'hui? En fait, il faut vraiment faire la distinction entre la médecine aiguë et la médecine des maladies chroniques. D'accord, c'est-à-dire? Si on subit un traumatisme physique grave, un accident de voiture par exemple, la chirurgie moderne est inégalable. On est bien d'accord là-dessus. Heureusement qu'on a nos hôpitaux pour ça, oui. Voilà. En revanche, lorsqu'il s'agit de maladies liées au stress chronique, à l'inflammation systémique ou à la détresse émotionnelle, le modèle mécanique moderne montre de grosses limites. Et c'est là qu'Ibn Sina est fascinant, parce qu'il refusait de fragmenter l'humain. Il ne voyait pas le corps comme une machine avec des pièces de rechange, en gros. Exactement. Il affirmait qu'une pathologie physique ne pouvait pas être dissociée de l'état spirituel et émotionnel du patient. Il voyait l'humain comme étant à la fois physique et spirituel. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, la science revient un peu à ça, non? Avec la psychoneuroimmunologie. Tout à fait. Aujourd'hui, les données sont claires. Le stress chronique maintient l'amygdale cérébrale dans un état d'alerte permanent. Et ça inonde le corps de cortisol, ça altère le microbiote intestinal et ça déclenche une inflammation au niveau cellulaire. Bon, décortiquons tout ça un instant. La société moderne a longtemps séparé la science d'un côté et la santé mentale de l'autre. Le corps, c'est l'écosystème où chaque pensée crée une réaction biochimique. C'est ça. Le corps écoute l'esprit en permanence. Et donc, si une angoisse non traitée modifie littéralement la structure du cerveau et impacte le système immunitaire, ça explique pourquoi tant de personnes ont des bilans sanguins parfaits, sans aucune anomalie mécanique, tout en se sentant physiquement vidées, incapables de fonctionner. Oui, et le nerf vague illustre parfaitement ce mécanisme. Ce nerf crânien, il connecte directement le cerveau aux organes principaux, comme le cœur et l'intestin. Le fameux deuxième cerveau. Voilà. Et il est bidirectionnel, ce qui veut dire qu'une douleur émotionnelle prolongée envoie un signal de menace constant via ce nerf. Et en réponse, ça ralentit la digestion, ça augmente le rythme cardiaque et ça épuise littéralement les réserves énergétiques de la personne. Donc, traiter les symptômes physiques d'un patient comme ça avec un simple antalgique ou un remontant pour qu'il retourne bosser, c'est absurde. Sans s'attaquer à l'incendie émotionnel de fond, ça relève d'une incompréhension totale de la biologie humaine. C'est traiter des humains comme des machines cassées. c'est exactement l'analogie du Wi-Fi dans la maison en feu. Alors, si le corps est le reflet constant de l'esprit, que se passe-t-il physiologiquement parlant quand cet esprit est bombardé par notre environnement actuel? Parce que les sources mettent en évidence un chiffre assez vertigineux concernant notre époque. Ah oui, sur la consommation d'informations ? Ouais. En gros, un humain d'aujourd'hui consomme plus de contenu en une seule journée qu'un humain d'il y a 1000 ans n'en consommait en plusieurs mois. C'est délirant.
C'est une surcharge absolue, oui. Les notifications, l'intelligence artificielle, les algorithmes, la comparaison constante sur les réseaux sociaux. Et l'analogie qui me vient à l'esprit, c'est celle de la mémoire de travail de notre cerveau. C'est comme un entonnoir, en fait. Un entonnoir très étroit. Si on verse des dizaines de litres d'eau d'un seul coup dedans, on remplit pas la bouteille en dessous plus vite. L'eau déborde, elle crée un chaos total autour, et au final, il y a très peu de liquide qui passe réellement. C'est une excellente image. Ce débordement, c'est ce que les neurosciences appellent la surcharge cognitive. Et ça nous amène directement à un avertissement majeur formulé par Ibn Sina. Sur la différence entre l'information et la sagesse, c'est ça, hein. Exactement. Il disait que la connaissance sans la sagesse devient dangereuse. Et c'est le grand paradoxe de notre époque. On a accès à toutes les astuces de productivité, au biohacking, aux routines de pleine conscience. Mais on a des millions de personnes qui se sentent vides, anxieuses et émotionnellement instables. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On cherche des raccourcis comme le biohacking, mais c'est comme essayer de télécharger des nouveaux logiciels ultra puissants sur un ordinateur dont la batterie est en train de fondre. C'est tout à fait ça. L'information, c'est pas la sagesse. L'accumulation de faits, ça sollicite la mémoire à court terme, mais ça entrave la capacité du cortex préfrontal à synthétiser les choses. Ça affaiblit la concentration et la régulation émotionnelle. Et ce qui est pervers, c'est que les algorithmes qui distribuent ces données sont optimisés pour contourner nos fonctions cognitives supérieures. Oui, le modèle économique de l'attention, il repose sur le déclenchement de la nouveauté et de la menace. Ça tape directement dans l'amygdale. L'esprit est entraîné à réagir en une fraction de seconde. On s'indigne hyper vite, on ressent le besoin de se comparer, puis on fait défiler l'écran pour la prochaine dose de dopamine. Et ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont Ibn Sina voyait la raison. Pour lui, la raison, la capacité d'observer calmement, de réfléchir avant d'agir, c'était le plus grand don de l'humanité. Alors que notre environnement actuel entraîne exactement l'inverse. Réagir vite, s'énerver vite, et on se retrouve avec des esprits distraits qui sont, soyons honnêtes, beaucoup plus faciles à contrôler. Et lentement, le calme intérieur disparaît. Ce qui mène à ce qu'on pourrait appeler une fragmentation mentale. Le bruit externe, les opinions des autres, les attentes de la société, tout ça devient tellement assourdissant que ça submerge la conscience intérieure. On s'entend même plus penser en fait. Et ça soulève un problème terrifiant sur la notion d'identité. Si notre mémoire de travail est saturée par l'extérieur et que notre propre voix disparaît sous ce bruit de fond, comment on fait pour savoir qui on est vraiment ? C'est la grande question, oui. Et c'est précisément là que les sources abordent une expérience de pensée imaginée par Ibn Sina, un truc qui reste d'une pertinence frappante aujourd'hui, l'expérience de l'homme volant. Ah, l'homme volant, c'est un concept révolutionnaire. Cette expérience, elle visait à isoler l'essence même de la conscience humaine, bien avant que Descartes ne dise son fameux « je pense donc je suis ». Alors, comment ça marche concrètement ? L'exercice consiste à imaginer un humain qui vient d'être créé à l'instant même. Il est adulte, mais il flotte dans le vide absolu. Donc, aucune sensation, pas de son, pas de vue, pas de toucher. Rien du tout. Privation sensorielle totale. Et la question d'Ibn Sina, c'était de savoir si, dans cet état de vide complet, sans aucune interaction avec l'environnement extérieur, cet humain sait qu'il existe. Et sa réponse était « oui, j'imagine ». Un grand oui. Il affirmait que la conscience survit au sens. L'homme volant sait qu'il existe, même s'il ne sait pas ce qu'il est physiquement. La conscience n'a pas besoin de la validation de l'environnement pour affirmer sa propre existence. D'accord, mais d'un point de vue neurologique aujourd'hui, est-ce qu'on a un équivalent de ça ? Absolument. Ça trouve un écho direct dans ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut du cerveau. Qu'est-ce que ce réseau fait exactement quand tous nos sens sont en pause ? C'est le réseau qui s'active quand notre attention n'est pas focalisée sur une tâche externe. Il est responsable de l'introspection, de la conscience de soi et de la création d'un récit cohérent sur notre propre identité. Sauf que, dans notre environnement de stimulation permanente, ce réseau doit être complètement éteint, non ? Il est constamment inhibé, oui. Si on passe nos journées à réagir à des notifications, on perd l'accès à ce socle fondamental. Et alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Si on enlève toutes les étiquettes externes, la profession, le nombre d'abonnés, les vêtements, la plupart des gens seraient terrifiés de découvrir qui ils sont dans le noir absolu. C'est la douleur de la critique moderne. Si notre identité n'est construite que sur la validation externe, un simple commentaire négatif en ligne peut nous détruire émotionnellement. C'est tellement vrai. On voit des gens s'effondrer pour un tweet. Parce que sans ancrage dans la conscience interne, on devient, comme le disent les sources avec une métaphore assez dure, de simples robots biologiques avec le Wi-Fi.
Des robots biologiques avec le Wi-Fi. L'image est violente, mais tellement juste. On est contrôlé par des impulsions et le conditionnement social. Il y a même un truc physique lié à ça, le syndrome de la vibration fantôme. Ah oui, quand on croit que notre téléphone vibre. C'est ça. Le cerveau est tellement conditionné à attendre un stimulus externe qu'il hallucine littéralement la vibration dans une poche vide. C'est l'anti-homme volant par excellence. Le corps invente un signal parce qu'il supporte plus le vide. Le besoin d'être connecté à l'extérieur pour ressentir qu'on existe. Bon, le diagnostic est posé et il est sévère. Fragmentation, surcharge, identité externe, fragile. Mais heureusement, l'analyse des textes d'Hypnosina révèle aussi une ordonnance, un cadre pratique en 5 étapes pour guérir de tout ça. Et la première étape, c'est, je cite, « reconstruire le calme intérieur ». Oui, et la recommandation clinique qui en découle aujourd'hui, c'est de s'isoler volontairement. Les sources suggèrent 20 minutes par jour de retraite totale. Pas d'écran, pas de musique, pas d'interaction. Juste réguler le système nerveux. Alors là, je me fais l'avocat du diable. Exiger d'une personne épuisée qui jongle entre le boulot et les enfants de s'asseoir dans le silence pendant 20 minutes, ça risque pas de provoquer une grosse crise d'angoisse. Aussi, la panique initiale est une certitude biologique. C'est un vrai symptôme de sevrage lié à la chute de la dopamine. Le cerveau panique face au manque de distraction. Donc il faut se serrer les dents au début. Exactement. L'objectif, c'est pas d'être zen dès la première minute. C'est une rééducation du système nerveux parasympathique. En forçant le silence, on abaisse le seuil d'alerte de l'amygdale. Le cerveau apprend petit à petit que l'absence de stimulation n'est pas un danger de mort. Et une fois qu'on a passé ce cap, on arrive à la deuxième étape du cadre, renforcer la raison sur l'impulsion. Et ça rejoint l'idée d'Ibn Sina, qu'il ne faut pas supprimer l'émotion, mais plutôt la guider. Se demander est-ce que c'est utile, est-ce que c'est vrai. C'est la création d'un délai, en fait, cette fraction de seconde entre un email agressif qu'on reçoit et notre réaction. Ce délai, c'est la manifestation anatomique de notre libre arbitre. C'est-à-dire ? L'amygdale réagit en quelques millisecondes, bien plus vite que notre cortex préfrontal. Si on s'entraîne à faire une pause, on donne le temps au cortex d'envoyer des signaux pour calmer l'amygdale. On passe d'une réaction automatique à un choix conscient. C'est brillant. Et la troisième étape, elle paraît presque trop simple aujourd'hui, c'est guérir le corps pour guérir l'esprit. Revenir aux bases, le sommeil, la marche, la respiration, l'alimentation. Pour des gens qui veulent atteindre l'illumination en 30 secondes sur une courte vidéo avec une musique épique en fond, ça fait un peu injonction de magazine de santé, non ? Ça peut paraître basique, mais l'imprudence émotionnelle est le grand fléau actuel. L'harmonie intérieure, c'est pas un bouton magique qu'on presse. Et il ne faut pas sous-estimer la biochimie. Le cerveau est un organe physique. Oui, on ne peut pas philosopher pour sortir d'un manque de sommeil chronique. Exactement. Le sommeil, c'est le moment où le cerveau évacue ses toxines. La marche dans la nature, ça produit une stimulation bilatérale du cerveau qui aide à digérer les émotions. Si on ignore le corps, la guérison psychologique est mathématiquement impossible. C'est très clair. Ce qui nous amène à la quatrième étape. Chercher la connaissance avec humilité. Ça pique un peu l'ego, ça. Surtout dans une culture où on adore avoir raison dans les débats en ligne. C'est ça. L'arrogance intellectuelle détruit la flexibilité cognitive. En psychologie, on appelle ça l'effet Dunning-Kruger. L'illusion de compétence bloque l'apprentissage. Donc l'humilité, c'est pas juste être sympa, c'est un prérequis pour que le cerveau reste souple. Tout à fait. La vraie intelligence admet qu'elle a encore à apprendre. Ça permet au cerveau de créer de nouvelles connexions synaptiques au lieu de se figer dans ses certitudes. Et enfin, la cinquième étape du cadre, se reconnecter à l'âme. Un terme qui peut paraître spirituel, mais que les sources décrivent comme le besoin de sens et de but. On a tendance à confondre la stimulation avec l'épanouissement aujourd'hui. La neurochimie l'explique très bien. La technologie et la consommation de contenu, c'est le royaume de la dopamine, l'anticipation, la récompense rapide. Mais la dopamine, elle est insatiable. On en veut toujours plus et on finit épuisé. Voilà. Alors que l'épanouissement, la connexion à l'âme, ça repose sur d'autres systèmes. La sérotonine, l'ocytocine, les endorphines. C'est lié au respect de soi, au lien social authentique, au service des intéressés, au contact avec la nature. Donc si on relie ça à la situation globale, on affame notre âme tout en gavant notre cerveau de données. C'est exactement ma pensée. Nous affamons notre âme tout en gavant notre cerveau. La pathologie, c'est pas qu'on n'arrive pas à s'adapter individuellement, c'est qu'on a normalisé un mode de vie qui fragmente notre conscience. C'est un résumé parfait de ces sources. L'humanité est technologiquement très avancée, mais on est émotionnellement immature en fait. On a mis à jour nos téléphones,
mais pas notre conscience. On a l'intelligence artificielle, mais on est plus isolé que jamais. Et la véritable guérison, c'est pas d'échapper à son esprit en scrollant, c'est de le comprendre. En intégrant la science et la spiritualité, comme le faisait Ibn Sina il y a 1000 ans. Exactement. Et au final, l'attention est vraiment devenue la ressource la plus précieuse du monde et elle est constamment volée. Et ça m'amène à une réflexion pour clôturer notre analyse. Je vous écoute. Si la sagesse d'Ibn Sina a survécu plus de 1000 ans, c'est parce qu'elle était construite sur des vérités profondes de l'âme humaine, peu importe la technologie de l'époque. Alors je me demande, que restera-t-il de notre époque dans 1000 ans? Est-ce que notre ère sera décrite uniquement comme celle où l'humanité a volontairement sacrifié son esprit conscient aux algorithmes? Ou bien serons-nous capables de devenir les architectes de notre propre retour à la sagesse? C'est vraiment une question vitale à se poser, je pense, quand on pose son téléphone ce soir. C'est une excellente question pour conclure, oui. Eh bien, ça donne matière à réflexion. Gardez ça en tête.